Bonjour, bienvenue dans ce point bourse du 11 juillet 2024. Alors aujourd'hui, on va parler des chiffres économiques qui sont tombés aux États-Unis. Il y en a eu un petit peu également en Grande-Bretagne, en Allemagne, mais bon, c'était pas forcément très pertinent. Des actions du portefeuille notamment qui ont eu beaucoup bougé. Un petit point sur le Bitcoin et puis également les graphes qui sont ajustés aux dividendes. On reviendra dessus avant de commencer les indices et les matières premières. Alors comme d'habitude avant de commencer, je rappelle que les informations et analyses données sur cette chaîne sont données à titre indicatif et ne peuvent pas être considérées comme un conseil en investissement. L'investissement boursier est risqué et vous êtes responsable de tous les investissements que vous faites. Alors les chiffres en Europe, on avait notamment en Grande-Bretagne le PIB qui est revenu un peu mieux que prévu à plus 0,4 alors qu'on était stable. Donc petit point positif pour la Grande-Bretagne. On a également l'Allemagne avec l'IPC, donc l'indice des prix à la consommation, qui est revenu à 2,2 sur l'année, donc c'était conforme à ce qu'on attendait. Et surtout les mêmes données aux États-Unis. Alors on a eu l'inscription hebdomadaire au chômage plus 222 000, on était à 238 000 le mois dernier, donc on voit qu'il y a quand même un tassement du marché de l'emploi aux États-Unis et surtout l'IPC, donc la même chose qu'en Allemagne mais aux États-Unis. L'indice des prix à la consommation, donc pour mesurer l'inflation en annuel. Donc là, on a les graphes sur le mois par rapport au mois de l'année dernière. Et donc, on voit qu'on a une petite baisse parce que on attendait. Alors, déjà en mensuel, on était à 0 le mois dernier et on a fait moins 0,1. C'est-à-dire qu'on a une petite déflation par rapport au mois précédent, ce qui est important quand même dans cette période ultra-inflationniste qu'on a connue. Donc, on commence quand même à baisser les prix aux États-Unis. On était à 3,3 le mois dernier en annuel. On attendait 3,1 et on finit à 3. On le voit, on est ici à 3%. Donc on a quand même ce petit rebond qu'on a eu de l'inflation, parce qu'on était déjà à 3 ici, on le voit fin 2023 ou été 2023, avant un petit rebond qui a eu du mal à se juguler. Et finalement, là, on a quand même pas mal de mois d'affilée où on continue de baisser. Donc, plutôt une bonne chose pour les actions et la baisse des taux attendue en septembre de la part de la Fed, donc qui va mettre un peu moins de pression sur les actions. La BCE a déjà commencé, elle, sa baisse. Donc ça, c'était pour les chiffres. On va parler des indices et des matières premières avant de voir les actions, notamment le marché chinois qui revient un petit peu. Là, on a le X-Tracker CSI 300 avec, on le voit, un petit rebond intéressant parce qu'on passe quand même, on prend 3% en 3 séances quasiment, en 3-4 séances. Donc il y a un début de réaction sur la Chine. On aura des chiffres intéressants, notamment demain dans la nuit pour le marché chinois. À voir si on va avoir la confirmation que le plus bas est passé. C'est un peu moins fort sur le Dow Jones Shanghai, mais c'est la même chose. On est en train d'initier un petit rebond. Et au niveau Dow et Nasdaq, le Dow légèrement positif aujourd'hui. On revient quasiment sur nos plus hauts à 39 008. On est un petit peu en dessous. Toujours sur sa résistance, mais plutôt porté par les bons chiffres de ralentissement économique. Et donc, pour les actions, ça devrait être une bonne chose. Donc, on verra si dans les jours qui viennent, ce niveau-là des 40 000 environ peut être dépassé ou pas. Et enfin, on avait le Nasdaq. Alors, le Nasdaq qui a un peu de mal aujourd'hui. Mais on le voit, toujours très fort, largement haussier. Alors on corrige un peu fortement. On connaît le Nasdaq, il fait pas les choses à moitié, moins 1,7, mais on est toujours largement haussier. Et on surveillera particulièrement les 7 magnifiques si on veut s'intéresser au Nasdaq. Alors, et le CAC 40 avant les matières premières. Il est où le CAC? Il est ici. Plus 0,7 et donc le risque politique qui va commencer à prendre de moins en moins de place, sauf si on a véritablement un blocage au niveau des institutions qui permettent pas de prendre des décisions importantes, et notamment qui risquent de peser sur la dette de la France. Mais sinon, ce qui risque d'être important maintenant, c'est plutôt la saison des résultats qui va arriver et les chiffres des entreprises qui vont être connus. On a déjà eu quelques avertissements sur quelques valeurs, on en a parlé, c'était avant-hier je crois, donc il faut voir si les chiffres vont être dans l'ensemble plutôt bons ou si on va avoir pas mal d'avertissements qui peuvent mettre encore la pression sur le CAC 40. Donc je pense que c'est ça que le marché attend maintenant, d'avoir des données concrètes sur les résultats des entreprises.
On va regarder. Alors oui, je voulais voir. On m'avait posé une question, alors ça revient souvent hein, sur mes graphes avec des chiffres qui sont pas les mêmes que sur certains sites que vous regardez. Bah, c'est normal, c'est parce que j'ai des graphes qui sont ajustés aux dividendes. Alors, il y a deux écoles, soit on ajuste aux dividendes, soit on ne le fait pas. Moi, je pense que c'est plutôt important en termes d'analyse technique parce que ça permet de lisser notamment les gros écarts qui sont dus lors du détachement de dividendes. Et on va le voir, hein. On va faire le petit exercice. On a ici là, les détachements de dividendes en bas. Et là, on voit un plus haut ici en 2022 à 34,55. Et si on enlève, hein, si on n'ajuste pas, bah, le plus haut, il est autour des 39 euros ici. Et donc, on voit tous mes niveaux hein, sont décalés. Et on n'a pas forcément les mêmes chiffres. Donc, on a un plus haut ici à 38. Et si on appuie, hop, bah, on retrouve le plus haut à 34. Donc, il y a différentes écoles. Hein. Moi, je préfère travailler comme ça sur les graphes ajustés aux dividendes parce qu'on a notamment des écarts importants, on le voit hein, quand on a des dividendes avec des grosses chutes qui sont pas forcément dues à un cours qui va baisser ou pas, mais c'est surtout le détachement de dividendes. Donc je pense que c'est plus intéressant de travailler comme ça. Et avant de commencer avec un petit point sur les actions, on va juste voir, alors parce que j'ai pas mal aussi pas mal de questions sur des valeurs qui sont en relation avec les cryptos, donc le Bitcoin qui est un peu l'alpha hein, des crypto-monnaies et qui donne un peu la tendance sur beaucoup de valeurs et qui va influencer bah, pas seulement des cryptos mais des valeurs en relation avec les cryptos. On en a vu, on va en revoir après dans les valeurs abonnées. Donc c'est intéressant quand même de faire un petit point sur le Bitcoin. Alors on en avait parlé il y a quelques jours notamment avec MT Gox hein, qui avait remis dans le circuit une partie de Bitcoin qui pouvait mettre la pression donc sur une certaine partie vendeuse sur le Bitcoin. Moi, je suis toujours plutôt positif. Hein. Alors, on a une belle conso. On est revenu ici autour de la moyenne à 200. Il faudra casser ici ce niveau-là, hein, des 58 000, voire des 60, 61 000. Mais pour l'instant, bah, on est revenu quasiment hein, sur les 52 000. On le voit, c'est une zone intéressante sur laquelle on pouvait revenir. On l'a frôlé avec la mèche du 5 juillet. Et depuis, bah, on est plutôt en train de se mettre en embuscade pour repartir et recasser. Au niveau des indicateurs, on a également une belle conso qui s'est faite. On est en territoire négatif. On n'est pas loin de l'inversion de tendance. Si on a un chandelier vert demain, avec le Bitcoin est au-dessus des 57 004, on aura probablement l'inversion de tendance et on pourra espérer peut-être se mettre en embuscade pour casser. On a également l'oblique RSI hein, sur lequel on voit la congestion qui est en train de se faire entre la ligne des 30 et puis le reste. On est actuellement à 37. Donc tout est plutôt en place pour une poussée vers le haut. Et puis on sait qu'il y a aussi beaucoup de fonds qui sont obligés de détenir en propre hein, des bitcoins s'ils veulent donner des ETF. Donc là aussi, on a une pression acheteuse et puis finalement peu de vendeurs sur le bitcoin. Donc moi je suis toujours plutôt positif hein, à moyen terme sur la crypto-monnaie et donc sur l'équivalent hein, des valeurs qui vont jouer la hausse des cryptos. Alors on va parler de quelques actions, notamment Alibaba. Alibaba, pourquoi? On l'a dit avec la Chine hein, qui revient un peu, et Alibaba, bah, c'est plutôt un beau rebond hein, parce que on est revenu sur ce support intermédiaire là autour des 71 qu'on a bien travaillé hein, durant le mois de juin, et puis on a également cassé l'oblique RSI quasiment à la même période. Fin juin, début juillet, et puis là on a une belle réaction. Elle prend plus 2 aujourd'hui, elle avait déjà pris des beaux pourcentages depuis quelques jours, et puis en une semaine hein, on prend environ 8%. On revient au-dessus des Bollinger, donc c'est plutôt intéressant. On voit qu'il y a quand même le retournement qui va se mettre en place sur Alibaba. Moi je suis toujours plutôt largement positif hein, à la fois pour la capacité à vendre sur internet, mais aussi la catégorie cloud hein, d'Alibaba qui va être importante et qui peut aussi concurrencer une partie des géants américains, à la fois sur le marché chinois, mais nord-américain, donc toujours positif sur Alibaba. Voilà, on pouvait parler aussi... Ah oui, et puis oui, sur Alibaba, il y a eu 5,8 milliards de rachats d'actions. Donc ce qui explique en partie hein, la hausse, c'est parce que le titre
participe à un rachat d'actions, donc c'est toujours plutôt bon pour l'actionnaire, hein. On peut même considérer ça presque comme du dividende quelque part, puisque mécaniquement la part qu'on possède dans la société va augmenter, puisque Alibaba rachète ses actions qu'elle va ensuite supprimer, donc le cours remonte, c'est plutôt un signe de force, et ça le marché aime bien, donc rachat d'actions de la part d'Alibaba, plutôt des perspectives futures qui devraient être bonnes. On a également Eli Lilly. Alors Eli Lilly, qui il y a quelques jours a fait, on le voit, hein, une petite réaction des petites mèches ici sur la moyenne à 20 et autour des 878. Ça peut servir probablement de support maintenant. Et puis si on y revient, si on le casse, peut-être court terme évidemment, parce que moyen terme est toujours plutôt favorable, mais prendre ses bénéfices ou une partie de ses bénéfices, donc un stop sur ces niveaux-là. Moi je suis rentré assez tard, hein, sur Eli Lilly ici au mois d'avril, mais ça me permet quand même d'avoir quand même une marge de sécurité. C'est toujours intéressant a priori, hein. Le marché de l'obésité est toujours important, notamment aux États-Unis, mais aussi en Chine. Mais on voit qu'au niveau des indicateurs, là on arrive un peu haut, donc au cas où il y a un changement de tendance, une réaction vers le bas, on pourrait déjà sécuriser une partie des gains. Sinon on espère toujours, hein, d'avoir le même graphe qui fait que monter, mais bon, il y a forcément un moment où ça va s'arrêter. Pour l'instant, on surveillera les chiffres, notamment des Lilly, hein, et de ses progressions de vente, notamment aux États-Unis et en Chine. FDJ est toujours très positif, hein, j'ai fait un petit dossier là-dessus il y a quelques jours. On le sentait venir, hein, c'était ici la cassure de la moyenne à 200, la cassure de l'oblique, c'est en train d'être fait. On revient sur les 33 et même un petit peu au-dessus des 33 €. Donc pour moi, c'est largement positif. FDJ, elle a tout pour lancer enfin sa séquence haussière, hein, pour aller chercher peut-être dans un premier temps les 34,50, puis les 36 et enfin aller chercher les 37,7. On voit, c'est pas leur plus haut, hein. L'objectif des plus hauts, il est là sur les 45, mais déjà, ce serait de retrouver sur cette résistance qui nous a embêté depuis janvier 2023, donc ça fait 1 an et demi. Je pense qu'à moyen terme, c'est un bon objectif et ça ferait quand même environ 13% de gains sur la FDJ. Et puis il y a aussi l'euro, on en a parlé, c'est toujours un des moments importants où généralement les opérateurs de jeux comme ça augmentent un peu leur chiffre d'affaires. Donc des événements sportifs, il y en a un peu tout le temps, hein, entre l'Euro, la Coupe du Monde et puis les autres je ne trouve plus le mot, sportifs qui se passent. Finalement, la FDJ, elle a une offre tellement importante qu'elle couvre un peu tout, mais il y a toujours un boost, hein, au cours de ces événements-là. Il y a les JO également qui vont arriver et qui devraient aussi bien booster les chiffres d'affaires de la Française des Jeux. Donc c'est des chiffres qu'on n'aura pas tout de suite, qu'on aura dans les trimestres suivants, mais qu'on peut déjà anticiper et qui seront certainement aussi très intéressants. GTT, toujours très, très bon, hein, GTT. On a fait la conso, on a fait le petit rebond, on a fait le pullback et on est déjà en train de revenir au-dessus, hein, de l'oblique rouge, plutôt dans le haut de toutes les moyennes, plutôt très favorable, et on est qu'à 57 niveau RSI, donc on a certainement une belle marge. Il y a un avantage technologique sur GTT au niveau du transport maritime, hein, de gaz notamment. Donc on est très favorable pour le moyen long terme sur GTT. Là c'est un point d'entrée plutôt intéressant, hein, si vous voulez jouer le moyen terme sur GTT. Mauvaise nouvelle pour HubSpot. Pourquoi? Alphabet a annoncé son intention de ne pas faire d'offre de rachat sur HubSpot. Donc forcément, le cours a explosé hier. Et pas qu'un peu, hein, on a perdu plus de 10%. Aujourd'hui, on continue. Alors, on n'est pas allé sur les plus bas, 450, mais on continue à perdre un petit peu. C'est un cours qui va peut-être se stabiliser un peu. Mais la mauvaise nouvelle, quand même, elle vient en plus après une annonce aussi d'un piratage sur HubSpot. Donc je pense que pour ma part c'est un trade perdant. Je vais choisir j'ai déjà choisi de quitter la position, même si les fondamentaux sont plutôt intéressants. Je pense sur HubSpot il faudra, je pense, y revenir dans plusieurs trimestres pour retrouver une config intéressante et peut-être une séquence qui va se lancer un peu plus forte sur le titre. Là les données, hein,
à la fois d'HubSpot et puis du marché ont été quand même largement vendus, bien sanctionnés, donc potentiellement hein, plusieurs semaines comme ça de tergiversation. Et puis si on va dans l'excès, hein, revenir ici sur les 400, ça pourrait être intéressant, mais déjà laisser passer un peu toute la volatilité qui va se passer avec les ventes massives qui vont arriver sur HubSpot. Newmont, ah oui, j'ai pas fait les matières premières, on va juste faire l'or. Or, pour voir qu'on est quasiment sur les plus hauts historiques, hein. On avait méché sur les 2430, après on avait méché au-dessus sur les 2450, et là on est à 2419, et on le voit depuis quelques jours, il y avait une petite congestion qui se passait, et on l'a cassé vers le haut, donc là on revient vers la résistance, et c'est peut-être une troisième fois en quoi? Avril, mai, juin, juillet, en 3 mois environ, une troisième fois en 3 mois, peut-être qu'elle va casser, et l'or va continuer hein, sa poussée vers le haut, on l'a dit depuis la fin de l'année 2023 qu'il y aura une grosse poussée sur l'or durant l'année 2024, bah c'est le cas, et on est toujours plutôt largement favorable, et donc sur les valeurs qui jouent, notamment l'or, donc les minières, Newmont, moi c'est une de mes favorites, il y en a d'autres, il y a Barrick Gold, il y a Harmony Gold, il y a beaucoup d'autres, il y a Yam Gold, il y en a beaucoup, moi j'ai choisi Newmont, et on le voit, hein, c'est le plus haut depuis très très longtemps. Il faut revenir ici. Mai 2023, donc ça fait plus d'un an. Hein, donc grosse séquence sur l'or, sur l'or et Newmont, avec le gap qui avait été créé, pas comblé. Donc on va relancer, hein, après cette période d'accumulation, on va relancer probablement une belle hausse. Et l'objectif, bah, enfin, c'est d'aller chercher les 51. Hein, c'est l'objectif qu'on s'était fixé quand on avait pris Newmont ici. Au début de l'année 2024 notamment. On en est déjà sur Newmont à quasiment 37%, mais oui, le but des 50% hein, sur Newmont va se rapprocher, je pense, dans le courant de l'année. Et ça pourrait être intéressant de prendre une partie ou la totalité de ses bénéfices, je pense, sur les 51, mais on n'y est pas encore, mais on va certainement s'en rapprocher hein, ces prochaines semaines, et on voit l'inversion le changement de tendance long terme qui est en train de se passer ici sur les moyennes. Donc pour l'or, objectif quoi, 51, peut-être prise de bénéfice sur 51 ou 54 avant une période un peu plus dure, et peut-être une relance. Mais ça on verra pour le marché dans plusieurs mois. Tesla, j'en avais parlé. Et j'ai bien fait de jouer un short sur Tesla. Pourquoi? Bah parce que grosse résistance ici. On l'avait dit, là ça vient de tomber pile, parce qu'avant que cet après-midi c'était pas comme ça. Et le short qu'on voulait jouer donc ici sur autour des 265, parce qu'il y avait une ancienne résistance, parce que notamment elle revenait, et puis hier elle a fait un petit chandelier avec aussi une petite mèche, et puis aujourd'hui en début de journée, prise de short et un échec sur les 265, et là on commence à corriger sérieusement. Donc c'est ça qu'on jouait, c'était le pullback. Alors ça veut pas dire que Tesla ils vont pas être haussiers dans quelques semaines, mais on a fait un gros breakout avec un pourcentage monstrueux, hein, plus de 50% de la valeur gagnée en un mois sur une valeur qui déjà est négative, on le voit, hein, qui est descendante. Donc on a eu un breakout monstrueux, avec un retour sur des niveaux, hein, des niveaux compliqués, et puis les 7 magnifiques sont plutôt dans le rouge aujourd'hui, donc oui, le short s'entend. Pour aller où? Bah probablement ici, hein, combler le gap, un premier, on a aussi un deuxième, on verra l'état du marché et les éventuels rebonds quand ça arrivera, mais déjà le minimum c'est de jouer le premier gap, et éventuellement la clôture hein, du deuxième gap sur les 213, donc 213 ou 230, on verra. Mais ça se goupille plutôt bien pour le moment sur Tesla. Uranium Royalty qui a fait une belle réaction hier avec plus 10%. Pourquoi? Parce qu'on revenait sur le support ici, le support des 2,28. L'uranium qui a toujours le vent en poupe, hein, et beaucoup d'États ont relancé un peu la filière uranium avec les besoins en énergie qui vont être croissants. Et puis forcément, hein, charbon, électricité, éolien, ça suffit pas. On a toujours besoin d'électricité nucléaire, donc d'uranium. Le beau rebond hier. On attend la confirmation hein, pour enfin lancer, parce que finalement la séquence qu'on a, on la connaît depuis le printemps 2024 où il se passe rien, on zigzague entre les 2,28 et les 2,7. Peut-être que cette belle réaction va enfin lancer une séquence pour nous offrir une zone au-dessus des 3 euros,
des 3 dollars, pardon, entre les 3 et les 3,6, où c'est là qu'on commencera à mettre des stops et éventuellement prendre des bénéfices, mais là on n'en est pas encore là. Mais la belle réaction d'hier nous rend plutôt optimistes. Et puis enfin, Xpeng, le marché chinois qui va plutôt bien, on l'avait dit, Xpeng qui continue, j'en avais parlé notamment, je crois que c'était le 3 ou 4 juillet, hein, autour de la fête nationale américaine, avec, alors, c'est une petite ligne hein, sur Xpeng, parce qu'il y a quand même, c'est toujours une valeur qui fait pas d'argent, qui est en déficit, c'est une valeur un peu vendue, mais qui a été rachetée hein, sur ses plus bas et qui a quand même des perspectives intéressantes et une dette relativement bien gérée. Donc oui, sur Xpeng, on parle aussi de véhicules volants. Alors, je ne sais plus si c'était des taxis ou des véhicules pour tout le monde, mais plutôt cher parce que c'est 200 000. 200 000, je crois que c'est des dollars. Je veux pas dire de bêtises, ou alors c'était les yuan, mais bon, je connais pas le cours du yuan, mais c'était relativement important. Et puis il y avait des commandes, plusieurs milliers quand même de commandes. Donc sur Xpeng, on sent que ça frétille et c'est plutôt intéressant. Et déjà la grosse mèche ici avec les volumes du 20 mai, la congestion, le rachat sur support, c'est en train de changer. Ça reste spéculatif parce qu'on le voit, hein, on est toujours baissier à moyen long terme. C'est pour ça qu'on peut pas se permettre de mettre une grosse ligne. Ça reste risqué, mais une petite ligne, ça s'entend. Il y a déjà des pourcentages intéressants. Et puis, essayer d'avoir une réaction sur les 10,48 parce que c'est là que ça va jouer. Parce qu'on aura un retour sur la moyenne à 200. Parce que finalement, le marché chinois va peut-être aussi se réveiller enfin et nous lancer une belle séquence. Donc, plutôt favorable aussi sur Xpeng. Et enfin, on fait rapidement. Les valeurs abonnées avec Coface. Coface, oui, j'avais répondu en commentaire. La baisse des taux, est-ce que ça va remonter le cours parce qu'on va avoir plus de crédit notamment. On a vu que dernièrement, hein, comme on a eu une hausse des taux, on n'a pas forcément eu de baisse du cours sur Coface. Donc l'inverse. Pourquoi on aurait l'inverse si la hausse des taux n'a pas handicapé plus que ça Coface? Je sais pas. Alors c'est plutôt une valeur défensive quand même a priori, hein, les assurances et les produits financiers. Mais là, ce qu'on voit surtout, c'est, je pense, une période un peu de latéralisation entre les 14,6 et les 12,5 qui risque de zigzaguer pendant un... Non, c'est pas ça. Pendant un moment. Donc on revient là. Il faudra attendre, hein, je pense, quelques mois pour casser cette dynamique et relancer quelque chose. Alors je sais pas si ce sera à la hausse ou à la baisse, il faudra voir probablement à la rentrée, mais en attendant, plutôt neutre. Exaï Technologies, alors Exaï c'est sur... est-ce que c'est eux qui sont sur les trucs industriels, ouais, outillage industriel, c'est ça. C'est assez volatile, on a quand même des rachats intéressants sur les 16,40, mais souvent on l'enfonce. On le voit ici, septembre 2022. Octobre 2023, c'est pareil, on enfonce bien, hein, c'est un peu dommage. Et puis plus récemment, en juin 2024, on a également cette oblique là sur les plus bas qui avait été un petit peu enfoncée plusieurs fois. Et puis là, elle est enfoncée énormément hein, en 2024. Donc j'ai l'impression qu'on affaiblit un peu la tendance sur Exaï, malgré le nouveau plus haut hein, qui a été fait récemment. À moyen terme, c'est neutre, il se passe rien. On a quand même des gros volumes de vente ici hein, au mois d'avril. Derrière, ça tente de réagir, mais moi, j'éviterais Exaï. Je vois pas trop de signaux positifs. Et si je voulais investir, j'investirais plutôt sur support, appuyé avec des stops. Si le cours casse franchement les 16 environ. Sur Genfit, c'est spéculatif. On avait joué l'autorisation, alors les bons résultats, je crois, d'une phase 3 avant l'autorisation de mise sur le marché, donc ce qui avait expliqué la hausse. On a eu ensuite plutôt des bonnes nouvelles, mais qui ont été vendues comme souvent. Et puis là, ça repart un peu. Alors ça dépend du catalogue. Mais dès qu'on va avoir des sorties hein, de phase 2, phase 3, ça peut encore booster. Donc c'est plutôt intéressant, toujours les biotech hein, en spéculatif. À jouer plutôt le bas. Donc c'est-à-dire que là on est plutôt assez proche hein, des 3,83.
On le voit, on a eu une belle explosion et puis on est revenu accumuler autour des 3,83. Faut savoir que si on a une mauvaise nouvelle sur, alors je crois que Genfit, ils sont plutôt spécialisés dans la maladie du foie gras, hein, le NASH notamment, on peut se prendre du -20 du jour au lendemain, donc il faut le savoir, mais sinon oui, on va anticiper les bonnes nouvelles et puis le jour où ça va arriver, faudra vendre rapidement. Dans CERN Data, alors c'est celle-là qui est en relation avec le Bitcoin, c'est pour ça qu'on a fait un petit point. Très volatile, hein, même un peu trop. Alors là, je l'ai pris à Francfort, mais c'est compliqué quand même d'avoir une valeur aussi volatile que ça, parce qu'on voit, si on revient ici sur nos plus bas, hein, on l'a fait ça en 2-3 jours, on fait 78%. Il y a quasiment les 3/4 de la valeur hein, qui ont explosé ou qui ont fondu en même pas une semaine. Alors c'est pour éventuellement plus du trading que de l'investissement. Là, on est plutôt sur le point bas, donc on pourrait s'investir sur ce genre de valeur, toujours dans l'optique que les cryptos vont monter, que le Bitcoin va monter. On ne sait pas quand, mais a priori, moi, mon analyse, elle est plutôt positive sur le Bitcoin. Donc oui, là, on est revenu sur des points bas sur cette valeur-là. Alors après, il faut voir aussi les fondamentaux hein, de cette valeur-là. Je ne connais pas, j'ai pas regardé, mais s'ils sont plutôt corrects, oui, on pourra rejouer une hausse hein, sur le Bitcoin, donc au-dessus des 14. Hein, là, on est déjà sur les 20, mais entre les 14 et les 20, ça peut être intéressant pour attaquer les 33 si le Bitcoin lance une grosse séquence. Probablement favorable, mais à vérifier quand même les fondamentaux de l'entreprise que je ne connais pas. Twax, alors, il faisait matériel et transport. Ah oui, c'était en hebdomadaire que je voulais l'avoir. On a ici, on l'avait déjà suivi, notamment, je crois que c'était 2022, hein, on la suivait, parce que ici, elle était pas loin de casser, elle avait fait un début un faux départ, et puis finalement, on avait tout lâché derrière. On le voit ici. On était plutôt positif, et finalement, c'est pas passé sur Twax. On va revenir au journalier, donc c'est cet oblique-là, hein, l'oblique long terme, dont on se rapprochait, et puis on l'avait un peu cassé ici fin 2022, et puis finalement, on était revenu sur support autour des 6,81, un support qu'on avait un peu joué, un peu enfoncé pendant plusieurs mois, hein, du mois de mai 2023 à août 2023, et puis finalement largement vendu, et puis après, forcément, quand on a ce signal-là, ça fait que baisser. On a une réaction à 3,76, une deuxième fois en enfonçant, mais en réagissant assez vite. Négatif pour le moment sur Twax, on va peut-être aller chercher les 2,7. On a quand même une grosse zone ici de travail qui risque de durer pas mal de mois. Je pense que ça va, sauf si ça repart directement, hein, ça risque de zigzaguer pendant encore 3 ou 5 mois avant que ça redevienne probablement intéressant sur Twax, donc plutôt à éviter. Et Vallourec, enfin, il y a toujours beaucoup de VAD hein, sur Vallourec, on est à plus de 9%, on doit être à 9,2 ou 9,3 en termes de capital vendu. Le titre, il est toujours en attente hein, sur son support, sur la moyenne à 200. Il faudra des gros changements, des gros écarts, des grosses ventes ou des grosses ventes, des gros achats pour lancer peut-être la poussée de Vallourec vers le haut et le short squeeze, ou alors finalement hein, des nouveaux fonds qui vont vendre Vallourec pour voir Vallourec exploser et revenir sur les 12. Pour l'instant, on est dans ce statu quo où depuis quasiment un mois, on est en attente parce qu'il y a énormément de ventes à découvert. Le pétrole est plutôt haut quand même, les chiffres de l'entreprise sont plutôt intéressants. Il y a beaucoup de fonds qui parient contre la valeur. Et pour l'instant, on est un peu dans l'expectative. Donc, on est vraiment sur un point pivot. Il faut surveiller ça au jour le jour. Mais pour l'instant, on n'a pas vraiment de données pour voir une progression ou une baisse. Donc, on va attendre. Et puis, dès qu'on aura des indices un peu plus intéressants, on en reparlera. Voilà, j'espère que la vidéo vous a aidé. N'hésitez pas à me dire hein, ce que vous en pensez en commentaire. Et puis, j'y répondrai en graphe ou en commentaire. Bon trade, à plus!